Bonjour à tous. Mon nom est donc Jérémy Weber, je suis président de Digigram. Euh, je vais vous ramener un petit peu en arrière pour vous montrer comment on a malheureusement glissé des ICC vers les industries manufacturières, voire industries plus au sens large. Digigram est né en 1985, on fêtera d'ici peu nos 40 ans. Né de la passion et du goût pour la musique d'un de nos cofondateurs, Philippe Girard Butoz, ingénieur électronicien à Grenoble, il y en a quelques-uns. Ils étaient deux, leur idée de départ c'était faire de l'audio pour la musique. Donc ils ont créé Midimic en 1985, l'objectif c'était de transformer la voix en notes de musique. On est en 1985, le DX7, le premier synthétiseur numérique, sort en 1983. Donc on est vraiment dans l'essor des débuts de la musique électronique. Ils ont déjà glissé, puisque dans les années 90, ils créent la première carte son professionnelle. Alors une carte son, vous en avez tous dans vos ordinateurs, vous en avez même dans vos téléphones, ça ne s'appelle pas comme ça, mais il y a une interface son dans le téléphone. Pourquoi ils ont créé cette carte-là? Parce qu'à l'époque, le signal sonore prenait de la place, les disques durs étaient petits, donc il fallait mettre entre le signal sonore et le disque dur une compression. Donc c'est l'âge d'or des algorithmes de compression. Vous avez tous le MP3 en tête, mais il y en a 1000 différents. Et en fait, ils ont mis ça dans une carte et ils ont vendu ça. Et la conséquence de ça, c'est que les radios du monde entier passent de l'univers du CD, de la bande, univers du support physique, au support numérique, et du coup se transforment. La numérisation en tant que telle, pas de grand intérêt. Par contre, avec la numérisation vient l'automatisation et c'est l'essor des radios musicales. Dans les années 2000, il y a quelques transformations dans Digigram et rentre dans l'univers de Digigram le réseau. Et au tout début des années 2000, on brevette une technologie qui s'appelait Ethersound. Et c'est cette technologie brevetée à Grenoble qui a permis aux acteurs du spectacle vivant de transporter du son sur des câbles réseau plutôt que de faire ces magnifiques tas de nouilles que vous avez à l'écran. Qui, mine de rien, était le quotidien de toutes les scènes de spectacle du monde entier. On a remplacé à l'époque un câble qui faisait 200 kg au 100 mètres par un câble qui faisait 2 kg. Donc autant dire que dans la vie des opérateurs, il y a eu un petit peu de changement. Et aujourd'hui, si vous allez sur la scène principale, c'est une techno réseau qui est utilisée, qui est issue de ça. Donc c'est plus cette techno-là, c'est une nouvelle, mais ça vient de là. Dans les années 2010, on transporte toujours du son sur les réseaux, mais on remet un petit peu de compression dedans, parce qu'en fait, on fait face à la disparition annoncée de l'ISDN. L'ISDN, c'est le téléphone numérique qui supportait assez peu de bandes passantes, sauf qu'il y a des opérateurs dans le monde qui ont besoin de transporter du son d'un point à un autre, et en particulier, dans nos clients historiques, les radios, on transporte le signal du studio vers les pylônes émetteurs. Les pylônes émetteurs, en France, il y en a 8000. Donc en fait, depuis le studio, la maison de la radio, Radio France, on va vers tous les pylônes émetteurs de France et de Navarre. Donc nous, on fabrique des équipements qui vont prendre le son à un endroit, le compressent, le transportent sur un réseau et le restituent à l'autre bout. La tendance aujourd'hui, c'est la virtualisation. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on place plus d'équipements, mais qu'on place quasiment plus d'équipements dans un data center. La tendance, c'est que les opérateurs de communication veulent avoir un hardware générique et faire porter la fonction spécifique par du logiciel. Donc on va parler de Software Defined Network, on va parler d'appliance virtuelle, et on va parler de cloud. Donc en fait, la tendance qui est en train de nous apparaître, c'est l'audio as a service. Ce qui pour Digigram, fabricant de matériel, n'est pas sans causer quelques chambardements, mais c'est des univers dans lesquels on va. Digigram présent sur 3 marques et 3 marchés. Digigram, l'univers, c'est l'univers du broadcast, la radio et la télévision. Ovitran, récemment acquis, est une société qui travaille dans le spectacle vivant et le son installé dans les lieux publics. Et Digigram Critical Audio est une marque qu'on développe depuis l'année dernière, sur laquelle je ne m'étends pas, j'en parlerai un petit peu plus tard. Concrètement, quels sont nos métiers? Aujourd'hui, nous, on capture, on transporte, on traite et on délivre le son. Qu'est-ce que le son? De manière essentielle pour vous, c'est une vibration de l'air. La vibration de l'air est un son. Digigram ne traite pas
La vibration de l'air, c'est le domaine de l'acoustique. La vibration de l'air est transformée en signal électrique, c'est le domaine de l'électroacoustique. Digigram ne fait pas d'électroacoustique. C'est les micros, c'est les haut-parleurs, nous on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un signal sonore électrique, on le prend, on le numérise, on le transporte, on le traite et on le restitue à l'autre bout pouvant être l'autre bout du monde. On fait ça sous forme de flux, c'est pour ça qu'on a une longue discussion avec David sur qu'est-ce qu'un contenu. Digigram traite des flux, on traite du flux en temps réel et vous verrez que c'est important pour la suite. À quoi ressemblent nos produits? C'est pas très sexy, c'est des choses qui sont dans les armoires techniques. On adore dire qu'on est présent sur le site de transmission de la Tour Eiffel. En réalité, on est au 3e sous-sol, dans une armoire technique que personne ne verra jamais. Moi, le premier, je l'ai jamais vu. On fait des cartes son qui sont au fin fond d'un PC. Nos clients nous disent qu'un produit Digigram, c'est génial. Ils le mettent dans un PC, ils l'oublient pendant 15 ans. Du coup, pour le montrer à nos clients, c'est pas très facile. Ou alors, on fait des petits modules comme ça qui vont venir dans un mur pour venir brancher un micro dans une salle de conférence. Donc voilà ce à quoi ressemblent nos produits. On est quand même fabricant de produits, on fabrique du hardware, on le fabrique à Grenoble. Notre cercle, on va dire 80% de notre valeur ajoutée, est fait dans la région Rhône-Alpes. Maintenant, comment on glisse vers les industries manufacturières? Il faut savoir que cette année, les industries au sens large vont représenter 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Donc en fait, le broadcast, le spectacle vivant ne sont qu'une part de notre chiffre d'affaires. Dans cette logique de flux, aujourd'hui, on va de plus en plus vers la compréhension du message. La compréhension du message, c'est assez commun finalement aujourd'hui. Vous avez tous vu du speech to text, vous avez tous parlé à Siri ou à Google. Ces gens-là font du faux temps réel en fait. On fait un temps réel qui est en fait un petit fichier d'une durée courte qu'on va chercher à comprendre, qu'on va transporter sous forme de fichier et qu'on va restituer. Quand vous parlez à Siri ou quand vous parlez à Google, à part la phrase d'accroche qui va permettre de le réveiller, tout le reste du signal transite sur les réseaux. Vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y a une problématique assez sensible sur la confidentialité de vos informations. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé par les industriels, c'est de comprendre le son à la racine en fait, de le comprendre au moment en temps réel, au moment où il passe. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça nous permet de ne plus remonter des messages audio, c'est-à-dire on ne transmet plus le signal audio qui est capté sur le terrain, on ne transmet plus que des méta-événements. C'est-à-dire que si on met un micro dans la rue pour reconnaître un appel à l'aide, jusqu'à il y a quelques temps, on transmettait le son qui était dans la rue. En termes de confidentialité, c'est un petit peu difficile, ça a défrayé la chronique à Saint-Étienne, c'est absolument pas acceptable. Nous, ce qu'on va remonter, c'est pas le son de la rue, c'est il y a eu un appel à l'aide. Donc c'est là où il y a une vraie sensibilité, où il y a un nouveau savoir-faire qui est en train de se créer et où la notion de contenu, en fait, pour nous, se présente non plus sous forme de contenu audio, mais sous forme de méta-événements. Et donc, ça devient du temps réel. Un exemple, un cas concret d'un POC qu'on a fait pour un client, reconnaissance d'un moteur thermique ou d'un moteur électrique. À l'heure du véhicule électrique, il y a tellement de véhicules qui ont deux versions différentes, une thermique, une électrique, qu'aujourd'hui, en vidéo, on ne sait plus faire la différence. Au son, vous pouvez faire la différence. Le bruit d'un moteur thermique est très différent du bruit d'un moteur électrique. Vous ne remontez pas le son de la rue, vous remontez juste l'information de le véhicule qui a passé était thermique ou il était électrique. Pourquoi est-ce que Digigram, acteur du broadcast, est capable d'aller dans ces industries? Aujourd'hui, on va dans les industries du transport, de l'aéro, on va dans la défense, on va dans la sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise grenobloise est crédible pour aller dans ces univers-là? En fait, l'univers des médias est un univers qui n'est pas vraiment un univers d'enfant de cœur. Une radio, quand elle nous confie son signal audio, elle nous fournit 100% de son chiffre d'affaires. Si on lui coupe le son, on lui coupe son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on a développé des technologies qui marchent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années. Les durées de vie de nos produits sont de 10 à 15 ans. TDF, qui est un de nos plus gros clients en transmission de son, a quelques milliers d'équipements Digigram et ils ont un MTBF, temps moyen avant la première panne, qui est mesuré au-delà de 150 ans. Donc aujourd'hui, on a vraiment des produits qui sont d'une fiabilité exceptionnelle. Je vous ai mis une photo de l'émetteur du pic du Midi qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Quand il y a une panne là-haut, il est évident que ce n'est pas très facile d'opérer. Donc on doit avoir des équipements d'une fiabilité sans pareil. Et c'est là qu'on en vient à Digigram Critical Audio. On a développé cette marque l'année dernière pour adresser les marchés de la communication critique. C'est-à-dire les marchés dans lesquels
l'audio devient un enjeu. Ça peut être un enjeu assez simple, effectivement purement financier de chiffre d'affaires, mais c'est aussi souvent dans les domaines de la défense ou de la sécurité, un enjeu de vie, un enjeu de mission. Et la garantie de la qualité de nos produits fait qu'on peut s'adresser à ces clients-là. Et ce glissement, vous l'avez vu, pas fait en une fois. Il y a quand même 3 pivots en 40 ans de vie. On passe de MIDI-mic à la carte son, on passe de la carte son à l'audio en réseau, de l'audio en réseau à l'audio critique, pour arriver à nourrir ces industriels-là. Et on fait ça donc sur les 3 marchés que je vous ai présentés, le broadcast, le live et l'industrie. Quelques exemples de clients pour vous donner un peu de concret derrière tout ça. CAE, ici, leader mondial de la simulation de vol. C'est un acteur canadien qui fournit et qui opère les simulateurs de vol partout dans le monde, que ce soit civil ou militaire. On développe des solutions d'intercom pour eux sur mesure. Kantar Media qui fait du watermarking de signal audio pour permettre le tatouage des signaux des radios et la mesure d'audience dans les radios. De Vialet, dont le nom vous parlera probablement, pour qui on fait des solutions sur la partie son installés dans les lieux publics. Donc là, on est vraiment sur du développement à la demande. Et Stade de France, qui est en train de refaire sa gestion technique centralisée, projet qui avait été fait par Ovitran il y a une dizaine d'années et qui est remis au goût du jour en ce moment dans la perspective des Jeux Olympiques. Vraiment, ce qui fait notre identité, c'est de faire le meilleur compromis pour concilier la qualité, le temps de transport, qu'on appelle latence, et les débits. Et je fais le pont avec un de nos clients célèbres en matière d'industrie, qui est Vokero. Et je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Donc avant de me présenter, je confirme que les solutions Digigram marchent bien et durent longtemps, donc je peux que vous les recommander. Merci David de nous avoir sollicité pour cette conférence. C'est vrai que tu l'as dit, moi je suis Pascal Saguin, directeur général délégué de la société Vogo. Et quand David m'a présenté le sujet, ça n'a pas été évident. Puis en y réfléchissant, c'est vrai que ça faisait sens. Donc on va essayer de vous expliquer en quoi les contenus sont au cœur de notre stratégie d'entreprise. Vous redire qui on est en quelques mots, vous dire que nous, au travers des contenus, on a basé la stratégie de notre entreprise sur le transport de ces contenus et en quoi ce transport peut être critique. Jérémy en a touché 2 mots. Et en quoi derrière ces contenus qu'on transporte, on va aller sur la valorisation des contenus. Vogo, qui on est? Vogo, on est une Sportech. Nous, quand on va parler d'industrie culturelle et créative, on va plutôt parler de la partie événementielle, sport, audiovisuel. Donc nous, on est essentiellement sur le sport, un tout petit peu sur l'industrie. Et dans le sport, notre métier est dans un premier temps de garantir l'acheminement des flux vidéo et audio dans des contextes qui sont assez critiques. On va parler de l'arbitrage sportif pour améliorer la qualité du spectacle. On va parler des médecins en bord de terrain, on va parler des fans, on va parler des coachs. Donc aujourd'hui, on a la maison mère qui est à Montpellier, on a un gros site sur Grenoble et on a une filiale aux US et une filiale aux États-Unis. Et on est coté sur Euronext Growth et on est une des 40 sociétés qui ont été identifiées en Europe comme les sociétés les plus technologiques cotées. Nos clients, qui sont-ils? On y reviendra. En fait, vous les connaissez pour la plupart. C'est principalement les fédérations, les ligues et les clubs, on va dire, partout dans le monde. Et on va voir à ces gens-là ce qu'on leur apporte dans l'amélioration de l'organisation de leurs événements sur la partie audiovisuelle. Ça, on le fait en fait au niveau de 3 marques. On a une première solution vidéo qui permet de garantir une diffusion live on replay destinée aux fans et aux professionnels du sport. Donc comment on garantit pendant un événement en temps réel? Rémi l'a dit, aujourd'hui par exemple, quand vous êtes à la maison
et que vous avez, ça peut arriver maintenant avec nos jeunes, 2 télévisions allumées, une télévision qui est sur la TNT, une télévision qui reçoit le même spectacle, la même production par Internet, vous avez 30 à 40 secondes de décalage. Quand vous êtes sur un match en temps réel dans le handball, dans le football et dans le rugby, vous avez droit à 50 millisecondes. Donc en fait, c'est là où il faut de la technologie pour faire comment en temps réel on va pouvoir garantir l'acheminement de 16 flux vidéo par exemple pendant un match de football en Ligue 1 et que ça arrive le plus vite possible. On a, et c'est là où Vogo peut être connu sans le savoir. Aujourd'hui, si vous regardez un match de football à la télévision, vous avez vu que les arbitres, ou dans le foot ou dans le rugby, utilisent un système de communication. 90%, je dirais, des arbitres dans le monde utilisent les systèmes Vokero de Vogo. Pourquoi et quelle était la difficulté à transporter ce contenu? C'est que, vous voyez, on est dans un environnement bruyant aujourd'hui. Et comment on fait pour s'en sortir? On rehausse le signal de parole avec des gros haut-parleurs pour que ça passe au-dessus du bruit de la foule qui nous entoure. Ben en fait, quand un arbitre parle dans son micro près de la bouche, on a certaines situations où sa parole est 100 fois plus faible que le bruit que capte le microphone. Ce qui fait que si on vous passe la bande son, c'est inaudible. Ben là, on a développé des brevets qui permettent d'aller chercher ce signal de parole dans le bruit et faire que les arbitres puissent communiquer entre eux comme on communique aujourd'hui ou comme vous communiquez dans une salle de réunion. Ça, c'est tout ce qu'on fait au travers de la marque Vokero. Et on a créé une 3e marque qui s'appelle Vogoscope, qui est là où, dans certains sports, il n'y a pas les diffuseurs, il n'y a pas les broadcasters. On a créé notre propre solution de captation pour à la fois permettre aux entraîneurs, aux coachs et aux sportifs d'améliorer la performance et également on va dire, d'offrir une expérience enrichie, dans certains cas, à leurs fans. Donc on a 4 marchés. Le premier, c'est l'assistance à l'arbitrage, audio-vidéo. Autrement dit, la VAR dans le football, le TMO dans le rugby, donc dans tous les sports. Ceux qui ont regardé dimanche la finale de l'Euro de hand avec la France, c'était les systèmes vidéo et audio de Vogo qui étaient utilisés pour l'arbitrage vidéo et pour la finale de hand. L'assistance à la commotion cérébrale, et là on va faire un lien très fort sur les contenus puisque c'est un phénomène majeur qui arrive dans le sport et voir comment nous, Vogo, on peut essayer d'amener quelque chose, je dirais, de très social dans notre projet d'entreprise. L'assistance au coaching pour l'amélioration de la performance et des solutions pour les fans. Donc j'en ai parlé, on va voir le lien justement de cette industrie culturelle, créative, cette événementielle sportive. Quelques exemples concrets pour vous dire en quoi, dans certains cas, le transport de ces contenus vidéo et audio est critique. Ben, c'est très simple. C'est que quelque part, nous, Vogo, c'est 70 personnes, c'est 25 ingénieurs, chercheurs, ce qu'on nous a demandé, c'est que dans les environnements critiques, comment on pouvait participer, ou en tout cas ce qu'on a décelé, c'est comment on peut avoir une valeur ajoutée pour participer à l'amélioration de la qualité des spectacles et des événements en proposant des outils digitaux. D'une part aux arbitres pour qu'ils prennent de meilleures décisions, donc là on participe à l'amélioration. Alors j'entends, on va me dire la VAR c'est trop long, ce qu'on voit à l'œil nu on pourrait décider nous en 2 secondes alors que ça prend 1 minute, ben, on y reviendra. Comment on est en train d'innover là-dedans pour aller plus vite, et ça va être la valorisation des contenus. Comment on peut aider les médecins à mieux protéger les athlètes, comment on peut aider les coachs dans l'amélioration de la performance, et comment on peut permettre aux fans une expérience enrichie. Ben, je dirais la première solution, là vous avez quelques illustrations, là par exemple je crois qu'on est en Estonie. Voilà, en Estonie, une installation qu'on a fait il y a 1 an, début 2023. On a équipé un centre technique avec l'ensemble de nos solutions vidéo et audio qui permettent à la fois aux arbitres sur leur terrain de communiquer entre eux dans un environnement bruyant et de communiquer avec un centre technique déporté et en même temps, quelque part, de recevoir les flux en temps réel, que ce soit sur le terrain ou dans le centre technique de l'arbitrage. Pour vous dire, dans ces solutions audio et vidéo, on a 6 brevets qui sont mis en œuvre.
et qui nous permettent de réaliser à la fois la garantie du transfert de ces flux en temps réel et surtout d'enlever tous les artefacts qui feraient que quelque part, et Jérémy l'a très bien dit, lui il a dit quand vous avez une radio que de vos clients son modèle économique repose sur le fait que l'audio arrive, nous c'est la même chose, c'est que nos clients attendent de nous que dans 100% des cas, alors ça n'existe pas, j'ai envie de vous dire dans 99,9% des cas, l'acheminement des flux se fasse correctement. Et là, vous avez par exemple, au dernier tournoi Destination, le médecin de l'équipe de France qui a un replay vidéo qui lui permet de détecter les commotions cérébrales. Et on y reviendra après. Ici, ce qu'on fait dans le coaching, on travaille donc dans beaucoup de sports, la gymnastique, la natation. Par exemple, on a été retenu pour équiper le centre aquatique olympique avec nos solutions digitales et nos caméras qui vont permettre d'avoir une expérience enrichie à la fois pour les coachs pour améliorer la performance de leurs athlètes et à la fois pour les fans. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres. On travaille avec Alain, qui est directeur du centre technique d'Antibes, et lui cherchait des nouveaux moyens d'améliorer la performance de ses sportifs. Comment on a fait? On est allé le voir, et quand il a construit son bassin, on lui a dit, nous, ce qu'on te conseille, c'est de mettre des hublots dans les bassins, sous l'eau. On va venir t'équiper de caméras sous l'eau, et on va te faire voir ce que tu ne peux pas voir. Et donc, on va te transporter ces flux pour qu'en temps réel, tu vois ce qui se passe au-dessus de l'eau, ce que tu vois déjà, mais tu vois ce qui se passe sous l'eau. Pour lui, ça a été une aide précieuse. C'est d'ailleurs maintenant un ambassadeur de Vogoscope avec nous pour aller dans toutes les piscines de France et de Navarre pour pousser cette technologie. Pourquoi? Parce qu'en voyant ce qui se passe sous l'eau, il a vu des déséquilibres de gauche-droite, il a vu plein de choses qu'il ne pouvait pas voir. Il s'en est servi comme un support visuel avec son athlète qui sortait de l'eau pour avoir quelque chose de factuel qui lui permettait d'aller vers l'amélioration de la performance. Et aujourd'hui, on en est où avec lui? On en est à mesurer les trajectoires, regarder l'inclinaison du nageur quand il va dans l'eau. Là, en intelligence artificielle, on y vient, et voir, en gros, si tu sors au bout de 12 mètres, tu gagnes régulièrement X millièmes de seconde par rapport à si tu sors à 13 mètres. Donc, comment on fait en sorte que tu sors de l'eau au bout de 12 mètres? Comment on fait en sorte que ton angle de pénétration dans l'eau soit à 32 degrés, mais pas à 35? Voilà, c'est le genre de choses qu'on est en train de pousser avec eux. Et la dernière, je dirais là, on est en plein dans la thématique de l'industrie, je dirais culturelle et créative. Avec toutes ces solutions technologiques, Vogo a eu la chance d'être retenu pour la dernière Coupe du Monde au Qatar et a été le seul acteur au monde à être retenu pour proposer dans le stade en temps réel aux spectateurs du replay vidéo de ce qui se passait, on va dire, sur le terrain, pour à la fois avoir le confort visuel d'assistant en temps réel au spectacle et plein d'add-ons vidéo qui vous permettent en même temps de rentrer plus en immersion dans ce que vous voyez. Ça pouvait être des replays de la VAR, d'arbitrage, etc. Vous allez vite voir le lien avec l'arbitrage audio dont on parlait tout à l'heure. On parle de plus en plus de public announcement. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi dans le football, les spectateurs ou les fans n'ont pas en temps réel la décision des arbitres. Vous vous doutez qu'on est dessus. Pourquoi dans le rugby ça l'est déjà, mais pourquoi les gens vont moins dans le stade de rugby? C'est parce que quand vous êtes dans le stade et que vous n'êtes pas à la télé, vous ne comprenez pas les décisions qui sont diffusées. Donc comment on peut en faire un outil pédagogique pour diffuser dans le stade les décisions de l'arbitre et les expliquer? Donc c'est autant de choses qui vont nous permettre, en traitant le contenu, d'améliorer la perception des spectacles. Et maintenant, on arrive sur l'étape d'après dans notre stratégie, qui est la valorisation de ces contenus. Je dirais, pour nous, l'enjeu, il était où? Il était dans ces 10 premières années de Vogo. Vogo a fêté ses 10 ans en 2023. Comment on a pu prendre une place préférentielle à l'intérieur des enceintes sportives pour garantir l'acheminement de ces flux audiovisuels? Là, on est en train de passer à l'étape 2. Maintenant qu'on a une place préférentielle avec 300 clients dans le sport, la FIFA, l'UEFA, les clubs, les fédérations, les ligues majeures, comment ces données qu'on leur transmette, on va innover pour valoriser ces données et comment on va leur permettre de voir ou d'entendre ce que leurs yeux ou leurs oreilles ne voient pas. Ça veut dire quoi? Ces flux qu'on capte et qu'on transmet, aujourd'hui, en les faisant passer par nos algorithmes d'intelligence artificielle, de data analytics, de signal processing, ou de traitement du signal, pardon, on va essayer de faire des choses qui vont
leur permettent de mieux décider, de mieux agir, de mieux protéger. Je vous ai mis quelques exemples là. La vol c'est quoi? Virtual offline. Vous avez vu de temps en temps, quand vous regardez un match de foot, c'est insupportable. Ils mettent des fois 1 minute 20 ou 2 minutes à voir s'il y a hors-jeu ou pas. Ben parce que comment ça se passe, c'est qu'aujourd'hui, même si l'outil numérique est bon, c'est des arbitres qui sont obligés de mettre des traits et des curseurs par rapport au départ du ballon à la main et qui doivent décider le temps de mettre ces curseurs-là, s'il y a hors-jeu ou pas. Un des enjeux, c'est comment en IA, on va pouvoir faire la virtual offline automatique. Un autre enjeu, c'est comment on va pouvoir détecter les commotions cérébrales. Donc on transporte du flux vidéo, mais aujourd'hui c'est le médecin qui regarde s'il y a eu choc ou pas, qui décide de sortir le joueur et de lui faire passer le test protocole commotion cérébrale. Ben, comment on va automatiser tout ça? Et ça, je vous le décris après. Et un autre sujet qu'on a, c'est l'amélioration de la performance sportive. Tout à l'heure, dans la présentation sur les textiles, il y a un exemple qui a été donné qui était intéressant. C'était de dire, vous avez vu tous les joueurs, ils ont un petit produit dans le dos. Et quelque part, ce produit-là, c'est un gros boîtier, il faut l'alimenter, il faut le démonter le soir, il faut le recharger, il faut l'enlever. Et on n'a pas trop de solutions pour faire mieux aujourd'hui. Nous, la solution, c'est comment, au travers de la vidéo, avec une empreinte environnementale et RSE qui est intéressante, comment on va pouvoir supprimer ces capteurs et au travers de la vidéo donner le même niveau d'information que celui d'un capteur qu'il faut maintenir, charger et acheter à chaque fois. Donc ça, c'est un enjeu par exemple sur l'amélioration de la performance sportive. Donc on va vous illustrer un tout petit peu la valorisation des contenus au travers d'un exemple qui nous tient à cœur. Il nous tient à cœur parce que il touche à la fois le sport professionnel et le sport amateur. C'est qu'aujourd'hui, vous le voyez dans le rugby, vous le voyez dans le foot, vous le voyez dans l'équitation, vous le voyez dans le handball, vous le voyez dans les sports de combat, judo, karaté, etc. La commotion cérébrale devient un fléau, risque de maladies neurodégénératives qui fait que à la fois les instances publiques, les instances de santé, les instances sportives sont en train de s'en emparer, mais aujourd'hui sont démunies par rapport à la capacité de détecter ces commotions et de les traiter quelque part dans les meilleurs temps. Aujourd'hui, nous, on a déjà une antériorité là-dessus puisque depuis 7 ans maintenant, on fournit nos outils de replay vidéo au Top 14, à la Pro D2, à des matchs de destination au Super 7, etc., qui sont des outils de replay vidéo destinés aux médecins en bord de terrain qui permettent, on va dire, de décider s'il y a eu commotion ou pas et donc de sortir un joueur. Et on a allé plus loin depuis 18 mois. On a monté un consortium autour de la commotion cérébrale dans le sport, dont Vogo est le chef de file, où on a un enjeu qui est fondamental dans l'analyse de marché qu'on a faite, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 5 millions de personnes, de pratiquants de sport qui sont en risque de commotion dans les sports que j'ai cités tout à l'heure. On estime États-Unis, Europe, à un potentiel de 100 millions de personnes qui sont affectées. Et quel est le risque d'une commotion? Le joueur qui est KO, on détecte tout de suite qu'il a une commotion. Mais le jeune de 14 ans sur un match de foot qui a pris un gros choc, mais qui n'est pas groggy, qui continue le match ou qui ne se repose pas pendant 1 semaine ou 2, c'est là où il est vulnérable. Et si dans cet instant-là, il reprend un choc à la tête, c'est là où il y a des risques neurodégénératifs. Et c'est là où la prise en charge est plus importante. Et comment nous, au travers de nos outils vidéo et audio, on peut venir aider à détecter la commotion donc dans le sport professionnel, mais à terme dans le sport amateur. Imaginons que vous, parents, je vois à peu près l'âge de l'auditoire, vous seriez peut-être content de savoir si votre fille ou votre fils a reçu un choc, recevoir une alerte sur votre téléphone portable qui vous dise demandez à votre enfant s'il va bien, demandez-lui comment s'est passé le match, il a pris un choc et s'il y a le moindre risque, tac, vous allez voir les urgences. Et si à ces mêmes urgences, vous avez un replay vidéo du choc que le médecin puisse voir, ça va l'aider dans son diagnostic. Notre consortium, c'est ça. C'est comment ce contenu vidéo ou audio, on va le valoriser pour quelque part aider les médecins et surtout mettre en sécurité les athlètes. Pour ça, on a accompagné des plus gros experts neurochirurgiens en France, professeur Philippe Deck,
de la PHP Paris, professeur David Proge de Toulouse, qui sont les deux spécialistes de la commotion cérébrale dans le sport. On a réuni des partenaires de premier rang, et notamment l'Institut Georges Charpak, l'ENSAM à Paris, pour la biomécanique cérébrale. Et nous, Vogo, on agit en tant que chef de file, et sont avec nous la Fédération française de football, la Fédération française de rugby, la Fédération française de judo, qui voient ce sujet de la commotion. Je crois que dans le rugby, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une publication de joueurs qui se retournent contre la Fédé parce qu'on ne les a pas prévenus du risque qu'ils prenaient sur ces commotions. Et donc, on a monté ce consortium qu'on a appelé Diagnisport. Et Diagnisport, c'est quoi? C'est un projet où on veut créer des indicateurs de la commotion et les verser dans ce qu'on appellera un dossier numérique joueur. Donc, c'est premièrement l'analyse vidéo du choc. J'y reviens après, je vais vous décrire ça. C'est l'analyse cognitive, on a parlé du cognitif tout à l'heure, c'est comment au travers d'outils cognitifs on va pouvoir analyser par exemple les troubles du langage. On est des spécialistes de l'audio comme nos amis de Digigram. Est-ce que dans l'audio, après un choc, on peut détecter des signes de commotion et comment on va avertir le joueur, le mettre en alerte et surtout le mettre en sécurité? C'est avec, et là c'est pas nous, avec d'autres partenaires, le CNRS, l'équipe de 6 de Diac de Franck Molina, comment au travers de la salive, avec un petit prélèvement temps réel, bord de terrain, ça peut être concerné par le monde amateur, on va aller détecter quelque part, je dirais, la commotion cérébrale. Et comment, là c'est avec le professeur David Broge, sur des nouvelles séquences IRM, on va pouvoir dire à un joueur, par exemple, à 30, 32 ans, qui a eu beaucoup de chocs dans sa carrière, détecté au travers d'IRM, peut-être qu'il est temps de t'arrêter de faire du sport à haut niveau parce que tu as un risque de maladie neurodégénérative. Et là, je vais vous décrire ce qui est le métier de Vogo sur l'analyse vidéo du choc. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça vous parle? Et là, on est bien dans la valorisation du contenu. C'est premièrement comment on va proposer une solution de capture vidéo multicaméra pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Parce que le problème que vous avez, par exemple, dans le foot et dans le rugby, c'est que la caméra du diffuseur, elle suit la zone d'intérêt du jeu. Mais il est possible qu'une zone d'ombre qui ne soit pas là-dedans, il y ait un choc. Donc déjà, comment on fait pour ne pas avoir de zone d'ombre? Deuxième sujet, c'est la modélisation. Donc là, on a des mathématiciens, hein, on a des docteurs en mathématiques, dont le métier est de reconstituer en 3D, quelque part, l'ensemble de ce qui se passe dans un événement. Et là où l'intelligence artificielle arrive, c'est comment, par des algorithmes d'apprentissage, on va aller apprendre ce qu'est un choc et comment on va détecter l'ensemble des chocs. Donc on a un mélange de traitement du signal, de mathématiques et d'intelligence artificielle qui devrait nous permettre, dans tout ce qui se passe sur un match, donc on transporte cette vidéo, mais cette vidéo qu'on transporte, on vient analyser cette donnée pour être capable de dire le joueur numéro 4, il a subi 5 chocs dans le match avec un vecteur force qui est là, avec telle intensité, ce qui permet déjà au médecin, par rapport au nombre de chocs qu'il a subi, de dire s'il y a risque ou pas. Et une fois qu'il dit ça, de prendre le bon diagnostic ou les bonnes mesures de sécurité pour l'athlète. Et à thème, et ça c'est ce qu'on fait avec l'Institut Georges Charpak à Paris, une fois qu'on aura donné le vecteur force d'un choc, on va pouvoir simuler ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et dire au médecin, voici le sens ou voici la zone du cerveau qui est lésée. Donc ce choc-là risque de produire un trouble de la vue, un trouble de l'équilibre ou autre, et aller diagnostiquer tout ça. Et donc vous voyez qu'il y a un double enjeu là-dedans. Le double enjeu, il est où? Il est dans le sport professionnel. Si vous sortez Antoine Dupont, alors j'allais dire en finale de la Coupe du Monde, mais pas cette fois-ci, mais à la prochaine Coupe du Monde, si vous le sortez pendant 8 minutes, parce que vous avez mis trop longtemps pour faire le diagnostic alors que tout allait bien, c'est une perte dans le sport professionnel d'activité. Par contre, si on va plus vite et qu'on le sort en 30 secondes, on fait le même diagnostic, il peut que revenir au jeu, je dirais, on n'impacte pas le jeu, donc on améliore le spectacle puisqu'on permet à tout le monde de jouer et on prend les bonnes décisions en le mettant en sécurité s'il ne peut plus jouer. Ça, c'est l'enjeu, un des enjeux qu'on a dans la valorisation des contenus, je dirais, dans nos industries. Et vous voyez que entre l'industrie manufacturière, puisqu'on vend aussi nos systèmes dans l'industrie créative et culturelle, l'intelligence artificielle, aujourd'hui on parle data comme tout le monde, mais avec quelque chose qui nous paraît pour nous concret et faire du sens dans la stratégie de notre entreprise.
Voilà, je vous remercie beaucoup et à votre écoute.